Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel, midi à Washington. Le journal en français facile. Diane Berger. Après l'orage, le beau temps, mais pas pour tout le monde. Les cours des bourses sont bien perturbés par la tempête Trump. Les marchés financiers vivent au rythme des annonces du président américain. Face à tous ces remous, il a fini par geler une partie de ses droits de douane. Au sommaire de ce journal également, l'IA, l'intelligence artificielle qui consomme toujours plus d'électricité. Et puis on terminera ce journal avec l'approche du Festival de Cannes. Cette année, sur la croisette, des films des frères Dardenne, de Julia Ducournau ou encore de Spike Lee. Drôle de semaine pour les marchés financiers. Les bourses européennes terminent en nette hausse ce soir, soulagées depuis que Donald Trump, le président américain, a annoncé mettre en pause une grande partie de ses droits de douane. Du mieux donc en Europe. En revanche, aux États-Unis, Wall Street s'est ouverte dans le rouge. Le dollar a encore perdu 2% face à l'euro. Le pétrole perd également plus de 5%. Bonjour Nicolas Feldman. Bonjour Diane. Donald Trump s'en défend, mais il a bel et bien cédé face à la pression des marchés. Oui, impossible pour le président américain d'ignorer les pertes de ces derniers jours. À Wall Street, par exemple, ce sont des milliers de dollars de gains qui ont été effacés en 4 séances, du jamais vu depuis le Covid. Pourtant, Donald Trump le jure, jamais il n'a paniqué. C'est même sa stratégie depuis le début. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Mais c'est aussi sur le marché des obligations qui a fait plier Donald Trump. Oui, c'est sur ce marché que les États-Unis empruntent de l'argent pour se financer. Sauf que ces derniers jours, les taux d'intérêt de ces emprunts se sont envolés. C'est très inquiétant pour les finances des États-Unis. Et c'est ce qui a fait reculer Donald Trump sur ses droits de douane. Il l'a reconnu hier à demi-mot. Le marché des obligations est très compliqué. Je le surveillais hier soir et c'est vrai que les gens étaient un peu nerveux. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien. Voilà, résultat, Donald Trump appuie donc sur pause. Les droits de douane sont ramenés à 10% pour tout le monde pendant 90 jours. Le temps, dit le président, de négocier avec tous les pays qui le souhaitent. Tous, Diane, sauf la Chine qui, au contraire, vient encore de voir ses droits de douane sur ses produits exploser puisque la Maison-Blanche vient d'annoncer qu'ils sont désormais taxés à hauteur de 145%. Merci beaucoup Nicolas Feldman du service économie de RFI. Un autre domaine où Donald Trump rebat les cartes, c'est la question des relations avec la Russie. Washington et Moscou viennent de procéder à un nouvel échange de prisonniers ce jeudi. Ainsi, une danseuse de ballet russo-américaine vient d'être libérée. Elle est en route pour les États-Unis. Julien Chavannes, c'est le signe que le climat se réchauffe véritablement entre les deux pays. Ksenia Karelina aurait dû passer les 12 prochaines années de sa vie dans une colonie pénitentiaire. Jugée coupable de trahison par la justice russe, son tort, avoir fait un don de $100 pour une association ukrainienne. Il y a quelques heures à Abu Dhabi, la jeune femme a été relâchée en échange de la libération d'Artur Petrov. Ce germano-russe a été arrêté par les Américains en 2023, accusé d'avoir exporté illégalement vers la Russie des composants électroniques pour usage militaire. Cet échange intervient alors que de nouveaux pourparlers entre les deux pays débutent aujourd'hui au consulat russe d'Istanbul. Les délégations vont discuter de leur mission diplomatique et de comment les remettre en marche. De nombreux diplomates ont été expulsés des deux côtés ces dernières années. En revanche, le cessez-le-feu en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. Donald Trump commence à comprendre que Vladimir Poutine n'est pas réellement prêt à arrêter les combats. Si les États-Unis et la Russie entament un début de normalisation, Washington laisse pour l'instant de côté les points de blocage, faute de résultats. Julien Chavannes, pour le Hamas, c'est, je cite, une étape importante. Le mouvement islamiste palestinien salue l'annonce faite hier par Emmanuel Macron, le président français qui a annoncé donc que Paris pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de juin prochain. En Israël, le gouvernement répond qu'il s'agirait, je cite, là encore, d'une récompense pour le terrorisme et un coup de pouce pour le Hamas. La justice turque ordonne la libération de 170 étudiants emprisonnés parce qu'ils ont participé à des rassemblements interdits après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul. Selon le principal parti d'opposition turc, plus de 300 jeunes ont été envoyés en prison dans l'attente d'un jugement.
16h05 en temps universel, vous écoutez bien RFI et c'est toujours le journal en français facile. Discuter avec une IA, une intelligence artificielle, lui poser des questions, lui demander de créer des images, ça coûte cher en énergie. C'est la leçon que l'on peut tirer des derniers chiffres publiés par l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Pauline Glaise. Bonjour. La consommation d'électricité des IA va plus que doubler d'ici 2030, ce qui n'est pas bon pour nos émissions de gaz à effet de serre. Non, l'an dernier, les centres de données, des centres informatiques où sont stockés les documents numériques consommaient déjà 1,5% de l'électricité mondiale. D'ici 5 ans, cela devrait passer à près de 3%. Et ces centres consommeront alors davantage que le Japon actuellement. Et c'est une consommation concentrée géographiquement. L'Europe, la Chine et les États-Unis représentent aujourd'hui la grande majorité des zones d'implantation et leur répartition n'y est pas homogène. Cela veut dire qu'il y aura localement de gros besoins. Par exemple, un centre de données peut consommer actuellement l'équivalent de 100 000 ménages, soit 100 000 familles. Demain, ils pourront atteindre l'équivalent de 2 millions de foyers. Et tout ça, cela devrait entraîner d'ici 2035 une hausse de 67% des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation électrique. Car rappel est fait aux énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. Le charbon répond actuellement à 30% des besoins des centres de données. L'Agence internationale de l'énergie estime que les renouvelables et le gaz naturel plus compétitifs devraient, cela dit, prendre la tête. Mais ce dernier est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Pauline Glaise. En France, l'enseignante d'Evaël a été relaxée par le tribunal. Ça signifie qu'elle n'est pas condamnée. Dans cette affaire qui avait choqué l'opinion française, l'enseignante était accusée en effet d'avoir harcelé plusieurs de ses élèves, dont la collégienne qui s'est suicidée il y a 6 ans. Les parents de l'adolescente se disent révoltés, ils vont faire appel. Nouvel épisode de détention entre Kylian Mbappé et le PSG, son ancien club de football. La star du ballon rond va saisir le Conseil des prud'hommes, la juridiction qui s'occupe des problèmes entre employeurs et salariés. Et un tribunal gèle 55 millions d'euros sur les comptes bancaires du club. C'est le montant d'argent réclamé par le joueur de football pour des salaires et des primes qui n'ont pas encore été payés. Du beau monde sur la Croisette pour le Festival de Cannes. Dans un peu plus d'1 mois, le plus grand événement du monde du cinéma. Il commence le 13 mai prochain. Il y aura notamment les stars Tom Cruise, Robert De Niro, mais d'autres célébrités internationales sont attendues. Sophie Torlotin, on connaît la sélection officielle, la liste des films qui vont tenter de remporter la Palme d'Or, le prix le plus important. Et c'est un savant mélange de réalisateurs connus, parfois déjà primés par la Palme d'Or, et aussi des nouveaux venus en compétition. Il y a les habitués comme les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, l'Iranien Jafar Panahi, le Brésilien Kleber Mendonça Filho, l'Américain Wes Anderson ou encore la Française Julia Ducournau qui remporta la Palme d'Or il y a 4 ans. Et puis les cinéastes qui auront pour la première fois les honneurs de la compétition. C'est le cas de l'actrice Afzia Herzi qui présentera son 3e long métrage, La Petite Dernière, ou du Sud-Africain Oliver Hermanus en lice pour la Palme d'Or avec un film américain The History of Sound, une romance homosexuelle et musicale pendant la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la musique qui donnera le ton de ce 78e festival avec le premier long métrage d'Amélie Bonin, Partir un jour, le film d'ouverture. Voilà de quoi mettre un peu de légèreté et de paillettes dans une sélection qui reflète l'état du monde et de ses violences. Par exemple, en compétition, l'Ukrainien Sergueï Losnitsa s'intéresse aux purges des années 30 en URSS avec 2 procureurs. Et dans la section Cannes première, le cinéaste haïtien Raoul Peck livre un documentaire sur l'auteur de 1984, George Orwell, dont les mots et l'engagement font écho à l'actualité brûlante. Et puis j'ajoute la présence d'un autre poids lourd du cinéma, on l'a appris il y a quelques minutes. Le nouveau film du réalisateur Spike Lee va également faire partie de la sélection. Ça s'appelle Highest to Lowest. Il sera donc présenté en compétition officielle. Il est maintenant quasiment 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile et vous pouvez le retrouver sur son site dédié françaisfacile.rfi.fr.